Normand, on démarre cette manifestation. Merci à vous pour votre présence ce soir ici au siège de la Fédération pour le vernissage de l'exposition consacrée à mai 68 qui est donc réalisée par l'Institut d'Histoire Sociale CGT. C'est une exposition qui tourne beaucoup dans le département parce que l'IHS prend beaucoup d'initiatives, notamment aux côtés des municipalités à direction communiste, mais pas seulement, pour faire vivre l'histoire sociale en Seine-Maritime. Et je souhaite évidemment saluer le travail qu'ils accomplissent. Jacques Motion, bien évidemment, Sylvain Brière, j'aperçois aussi Gilbert Louvet, Jean-Jacques. Je salue la présence du secrétaire de l'Union départementale CGT, Pascal Morel, que je remercie de sa présence. Vous le savez tous, l'histoire c'est l'enjeu de bataille idéologique et je crois que c'est particulièrement vrai de mai 68. On connaît ceux qui tentent d'associer tous les maux de la société à un prétendu laxisme qui serait issu et hérité de 68. On connaît aussi ceux qui considèrent que le libéralisme économique est la continuité logique des libertés nouvelles gagnées il y a 50 ans. C'est d'ailleurs souvent ceux-là qui sont érigés en représentants officiels de mai 68 à l'image de Cohn-Bendit. Il y a aussi ceux qui idéalisent ce mouvement social au point d'en faire un quasi-modèle qu'il faudrait reproduire à l'identique. Pour notre part, nous tentons avec humilité d'en tirer les enseignements dans toutes leurs contradictions, en appréciant à la fois le haut niveau de conquêtes sociales qui ont été arrachées par le mouvement populaire, tout comme les suites politiques qui n'ont pas, malheureusement, conduit à ouvrir de plus amples perspectives de transformation sociale. Ainsi en va-t-il, je dirais, de la lutte incessante entre les détenteurs des capitaux et celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre et qui sont précisément ceux qui produisent les richesses. Chaque fois que les uns marquent des points, les autres n'ont de cesse de vouloir leur disputer. Et d'ailleurs, c'est bien l'avantage vrai des forces du capitalisme, aujourd'hui financiarisées et mondialisées, que malheureusement du monde du travail, des forces capitalistes qui ont assurément l'objectif de regagner tout le terrain perdu, notamment en France, un objectif qui est chez eux conscient et assumé, et après des offensives particulièrement virulentes ces dernières décennies, ces forces ont trouvé en Macron le serviteur le plus fidèle et le plus zélé qu'elles pouvaient sans doute espérer. La politique de Macron, vous le savez, est complètement orientée vers la satisfaction des exigences des premiers de cordée, autour duquel il ose presque en appeler à l'unité nationale, comme si leurs intérêts étaient aussi les nôtres, ceux du peuple, mais croit-on vraiment que le peuple profite de la diminution de l'impôt sur la fortune, de la diminution de la fiscalité sur les dividendes, et bientôt de la fin de ce qu'on appelle l'exit tax, cette taxe initiée par Sarkozy, qui avait pourtant lui-même été qualifié de président des riches à l'époque, et qui visait à empêcher, alors certes très modestement, mais à empêcher les plus fortunés de changer de domicile fiscal pour échapper à l'impôt. Cette mesure, et je pourrais bien évidemment en citer beaucoup d'autres, profite exclusivement aux détenteurs des capitaux. Vous avez dû voir ces derniers jours, ces dernières semaines, que l'ONG Oxfam vient de confirmer, après d'autres rapports, d'autres enquêtes du même type, que les multinationales françaises étaient championnes du monde de versement des dividendes à leurs actionnaires, plaçant notre pays devant, tenez-vous bien, les États-Unis, le Japon et même l'Europe tout entière. Alors moi, j'ai particulièrement apprécié, j'apprécie d'ailleurs assez régulièrement, l'humour d'Audrey Vernon, que vous connaissez peut-être, qui est une humoriste très pertinente, qui a tweeté il y a quelques jours « Si la SNCF devient la SACF, une société anonyme des chemins de fer, alors, et elle reprend les chiffres publiés par Oxfam, 67% des bénéfices iront aux futurs actionnaires, pas à l'amélioration du service, ni au bien-être des salariés, ni à l'innovation, ils iront aux actionnaires jusqu'à la mort de cette SACF,
c'est normal, c'est la loi du capitalisme. Alors voilà, dans ce contexte de lutte de classe particulièrement aiguisée, accompagné d'une bataille idéologique féroce, je crois que les éclairages apportés par le travail mené avec constance par l'IHS est précieux pour tous ceux qui se défendent, qui luttent et qui résistent, comme c'est le cas actuellement. Le mouvement social, culturel, politique qui a marqué les mois de mai et juin 68 est un mouvement qui fait partie de l'inconscient collectif de tous les militants syndicaux, politiques, qui y ont participé ou non. Pour ce qui est mon cas, non seulement je n'y ai pas participé, mais je dois avouer que je n'étais même pas née, ni même en cours de conception, quoique... nous savons que le pouvoir redoute ces mouvements sociaux, où les revendications syndicales et politiques convergent. D'ailleurs, en mai 68, le mouvement a entraîné la démission de De Gaulle, alors président de la République. C'est un mouvement qui n'est pas venu de nulle part. C'est le résultat de nombreuses années de lutte, depuis la fin de la guerre d'Algérie, comme la grève des mineurs en 63, ou encore les luttes contre la guerre au Vietnam. Mais certains d'entre vous se rappellent peut-être aussi qu'un an plus tôt, en 67, aux élections législatives, la gauche a frôlé la victoire malgré un redécoupage électoral comme certains savent si bien le faire, et que par rapport aux élections législatives précédentes de 62, le PCF avait gagné plus d'1 million de voix au premier tour, passant de 3 900 000 suffrages à un peu plus de 5 millions avec 22,5% des exprimés. Et sur 478 sièges, la majorité gaulliste en avait certes 245, mais les élus d'opposition étaient 197 et les défaites électorales de 58 et de 62 étaient en quelque sorte, non pas effacées, mais pour partie corrigées. Cet élan politique est un signe avant-coureur des mobilisations qui vont suivre, et je crois que le poids idéologique du Parti communiste français a permis à cette époque de donner de nouvelles perspectives de société à la population face au capitalisme. Et c'est donc dans cet esprit que l'année 68 fut touchée par une agitation et sociale et politique. Alors je ne vais pas développer, parce que je vais laisser à Jacques Emotion le soin de nous donner quelques exemples éclairants des combats particulièrement massifs qui ont été menés dans notre département, et qu'il le fera, je pense, avec talent et brièveté. Il s'y est engagé. Sur le talent, je voudrais simplement souligner que la mobilisation paye, pour souligner notamment que ce combat social a permis, par exemple, l'augmentation de 37% du SMIC, on disait à l'époque, et des augmentations de salaire extrêmement conséquentes, qui n'ont pas ruiné l'économie, comme certains veulent continuer de nous le faire croire aujourd'hui, lorsque les salariés osent demander de maigres augmentations de salaire, que le temps de travail a été réduit à 40 heures, et que le droit syndical a subi une meilleure reconnaissance. Mais je voudrais aussi souligner que, à la suite de 68, et après ce formidable mouvement social, l'année suivante, alors que l'opposition à De Gaulle se fait de plus en plus pressante, les Français disent non au référendum sur la réforme du Sénat, poussent le président à la porte, mais que l'histoire se répète, puisque la droite arrive très largement en tête et récolte près de 70% des suffrages. Alors aujourd'hui, 50 ans après mai 68, où on a ce mouvement dans beaucoup de têtes, et où les mouvements sociaux aujourd'hui même se multiplient dans les EHPAD, parmi les retraités, dans la fonction publique, chez Air France, chez les cheminots, dont je voudrais saluer le très courageux et difficile combat contre la réforme ferroviaire. Je crois que notre rôle en tant que communiste, c'est bien sûr de soutenir et de nourrir sans réserve la lutte des salariés face à la destruction des conquis sociaux, mais c'était également de porter une alternative à la politique ultralibérale de Macron. C'est en montrant qu'il est possible de changer de société, qu'il est possible de changer de
idéologique, économique et social, que nous nourrirons d'ailleurs ces combats sociaux. Parce que nos concitoyens qui agissent, ou même ces majorités silencieuses, dont le pouvoir a tort de considérer qu'elles lui sont acquises, puisque après le référendum chez Air France, la vote-action qui a eu lieu jusqu'à hier à la SNCF a montré précisément que les majorités silencieuses, et même jusque dans l'encadrement, n'acquiesçaient absolument pas aux réformes du gouvernement. Eh bien, je crois que parmi tous ces gens qui luttent et qui se questionnent de manière encore plus aiguë lorsqu'ils sont en mouvement et qu'ils se bagarrent, je crois que porter l'idée de manière assumée qu'une autre logique est possible, qu'on peut aller chercher les richesses qui sont aujourd'hui confisquées par une minorité, ce serait de nature à nourrir et à donner confiance à ces mouvements qui sont souvent, et depuis quelques années maintenant, beaucoup sur la défensive, et qu'il faut qu'on reprenne cet esprit de conquête. Je crois que dans un département comme le nôtre, qui fait œuvre de résistance depuis quasiment toujours, mais qui aussi a vu des points marqués par la force communiste ces derniers temps, c'est notre rôle, et que sans mauvais jeu de mots aux côtés de Sylvain Brière, je pense que nous devons avoir un rôle de locomotive en ce sens, parce que je crois que ce que nous portons peut efficacement nourrir les mouvements sociaux qui en trouveront que plus d'efficacité. Je vous remercie. De 1968 2018, donc ça fait 50 ans. 50 ans, c'est une période charnière, un demi-siècle. C'est la période où la mémoire est encore prégnante, encore très présente, et puis en même temps où l'histoire fait son entrée d'une manière un peu plus vive, un peu plus importante. Alors la mémoire, bien sûr, 50 ans après, j'ai lu dans la presse locale un certain nombre de témoignages de l'époque qui me sont apparus un peu curieux. Je veux dire aussi que lorsqu'on interroge les militants envoyés sur cette période, ou moins ceux qui l'ont vécu, on les cantonne le plus souvent dans ce que j'appelle le jardin des souvenirs. On témoigne sur des anecdotes, mais rarement sur l'analyse du mouvement. D'abord parce que, le plus souvent, c'est pas ce qu'on demande aux militants. Donc, 68, objet de mémoire, oui. Et à ce propos, je note que la mémoire est traitée d'une manière différente. Il y a ce livre qui a été publié par les éditions de l'Atelier en partenariat avec Mediapart, qui s'intitule 68 par celles et ceux qui l'ont vécu, et qui traite ces témoignages d'une manière différente. C'est-à-dire que le témoignage devient utile que lorsqu'il donne à penser et à comprendre ce qui s'est réellement passé en 1968. Se mettre à la place des générations qui n'ont pas vécu cette période. Donc c'est important que la mémoire serve à cela, d'abord à cela. Alors l'histoire, bien sûr, il y a beaucoup plus d'ouvrages qui sortent actuellement, qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 10 ans, qui traitent de l'histoire de manière scientifique, à partir d'études, de l'analyse des archives, mais bien évidemment, ces historiens, historiennes, ont une culture, une sensibilité, et cette culture, cette sensibilité est souvent imprégnée de prévention à l'égard du mouvement ouvrier en général, et de la CGT en particulier, et du Parti communiste français. Pour l'essentiel, ces préventions apportent sur l'appréciation qu'on peut porter sur les acquis sociaux, leur importance. Elles portent aussi sur l'analyse de la nature de la grève. Et cette fameuse controverse qui dure depuis 50 ans, qui vise à argumenter sur le fait que la situation était révolutionnaire ou pas. Ils vont toucher deux mots tout à l'heure. Donc ces préventions portent aussi sur le rôle du syndicat, sur à quoi sert un syndicat. Et bien évidemment, ces préventions ont une résonance très forte dans l'actualité. Il n'y a pas de neutralité en histoire, il n'existe pas. Et en plus, mémoire et histoire, c'est pas synonyme.
Donc, je crois que pour bien appréhender le mouvement, ce qui s'est passé en 1968, il faut bien se situer dans l'espace-temps. En fait, c'est un mouvement qui dure un peu plus d'une décennie, qui est marqué par un point culminant qui se situe en mai et juin 1968. J'ai tendance à dire souvent que les conflits sociaux de 1968, la Grande Grève, avant d'être une histoire parisienne, c'est d'abord une histoire normande. En fait, tout commence en janvier 1968, à l'usine Savienne, chez les métallos, les jeunes métallos. Une usine qui monte des camions, une usine qui comprend 4000 salariés. Et puis l'usine Jager et l'usine Sommervel. Et ces jeunes métallos vont faire une grève très dure, très très dure. Et le soir, et en même temps, au mois de janvier 68, l'université de Caen est en pleine ébullition. Les étudiants sont aussi en grève. Et le 26 janvier, une manifestation commune, jeunes ouvriers étudiants, manifestent à Caen. Et la répression va être féroce. On va relever parmi les manifestants 240 blessés. Il y en aura aussi 37 du côté des CRS du Soir. Ce qui montre, les ouvriers vont reprendre le travail après cette grève très dure, sans avoir quasiment rien obtenu. Mais c'est une défaite apparente, parce que une défaite qui va conduire à effectivement le mouvement ouvrier à contribuer, à prendre conscience que les choses ne peuvent plus durer comme ça. Alors, nous sommes en 1968, c'est la génération, pour employer les images convenues, la génération du baby-boom, mais en fait, cette jeunesse, elle a des points communs, elle partage une mode, des modes, une musique, on se reconnaît dans la naissance du rock'n'roll, un certain nombre y compris anglo-saxonnes, des références. C'est une jeunesse qui partage un certain nombre de points communs qui n'a rien à voir avec ce que partagent leurs aînés. Mais ceci n'efface en rien les différences de classe et les inégalités. Moins de 10% des ouvriers ont accès à l'université. Les jeunes ouvriers ont un abattement de zone sur leur salaire et un abattement qui correspond à leur âge. Si vous avez 16 ans, vous avez une diminution de salaire très importante. Donc et puis selon l'endroit où vous travaillez, vous avez aussi un abattement sur votre salaire. Et puis on travaille quasiment plus de 48 heures. Les 30 glorieuses, c'est pas pour tout le monde. Il n'y a pas un foyer sur deux ouvriers qui possède une automobile. Les équipements électroménagers sont très très loin d'être entrés en masse dans les foyers. On parle de société de consommation, mais cette société de consommation, c'est vraiment pas pour tout le monde. Et donc cette situation, et en même temps, on n'est pas très loin de la guerre d'Algérie. Les manifestations qui se sont déroulées, je pense notamment à Charonne, en février 62, on relève quand même du côté des manifestants, 9 morts au métro Charonne, tous militants de la CGT et tous militants du Parti communiste français. Quelques mois avant, en octobre 61, on repêche des centaines de cadavres d'une manifestation du FLN des Algériens. Donc, il y a une violence dans cette société indéniable. Il y a cette lutte aussi contre les guerres coloniales, contre l'impérialisme au Vietnam. Et ce qui explique pour une part la radicalité de la lutte de ces jeunes ouvriers et de ces étudiants. Alors, ça va conduire à partir de Nanterre, à partir de la Sorbonne, etc., les occupations et une répression policière importante. La CGT, avec les autres organisations syndicales, va appeler à une grève générale le 13 mai. Et le 13 mai, l'appel est entendu massivement à Rouen, au Havre, à Dieppe, des manifestations importantes qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. Et le 15 mai, l'équipe de l'après-midi de l'usine Renault Cléo décide d'occuper l'entreprise après avoir retenu le directeur de l'usine, son adjoint, le chef du personnel, on ne disait pas encore directeur des ressources humaines, et puis évidemment, ça c'était pour le petit plaisir, le chef des gardiens. Et très très vite, dans la nuit, les chantiers navals au trait occupent leur entreprise. Et le lendemain, c'est au tour de Renault Sanguine. Les choses vont aller très très vite. Nous sommes le 15 mai. Le 22 mai, c'est au tour de la fonction publique. Et on atteint le 22 mai, dans le département, 250 000 grévistes.
Donc il y a un rapport de force qui est en train de s'installer. Plus rien ne devient possible. Le gouvernement ne dirige plus rien. Donc le 27 mai, il est contraint d'ouvrir des négociations. On dit que ce sont des négociations de Grenelle, en fait, c'est le ministère du Travail qui se trouve rue Grenelle. Et au cours des négociations sont tendues, elles vont durer 28 heures, et au dernier jour de la manifestation, Georges Chilly, la délégation de la CGT, apprend qu'une manifestation aura lieu le soir du 27 mai au stade Charletti. Cette manifestation est organisée par le Parti socialiste de l'époque, la Fédération de la gauche, les libertaires libéraux, ceux qu'on présente encore aujourd'hui comme les icônes du mouvement de 68, la CFDT, et Mendès France. Et cette manifestation vise en fait à accréditer l'idée que le pouvoir est à portée de la main, qu'il suffit de le prendre, et vise aussi évidemment à ce que ce pouvoir soit pris dans ces conditions, mais surtout pas avec le Parti communiste français. Le 29 mai, la CGT réagit, la CGT qui a fait plein de démarches, beaucoup de démarches pour essayer d'obtenir une rencontre avec les partis de gauche, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un programme commun de gouvernement qui se met en place, constate quand même que les résultats sont plutôt maigres. Et le 29 mai, une grande manifestation se déroule à l'appel de la seule CGT, parce que l'unité d'action, évidemment, ne résiste pas au meeting de Charletti, et avec un mot d'ordre qui est celui d'un gouvernement d'union populaire. Alors, on peut discuter. Ce gouvernement d'union populaire, c'est en fait, on peut y donner plusieurs significations. En fait, c'est la volonté, la stratégie en fait du Parti communiste français, d'aboutir à un programme commun de gouvernement. Ce qui a marché en 1936, ce qui a marché à la Libération, avec les grandes conquêtes sociales que l'on connaît. Pourquoi cette stratégie, pourquoi elle ne fonctionnerait pas en 1968? Le Parti socialiste ne fait pas ce choix. Et bien évidemment, en même temps, il faut rendre compte des résultats de la négociation à Grenelle, un constat, parce que la CGT refuse de signer, les autres syndicats vont suivre le mouvement, ils ne signeront pas non plus. Et donc la position de la CGT, c'est de dire, on va consulter les travailleurs d'une manière démocratique, on va souligner ce qui est positif, ce qui est négatif, et puis ce qui n'est pas réglé, et tous les comptes encore qui restent à régler. Donc ça va être difficile dans plusieurs entreprises. Pour l'exemple, Renault Cléon reprendra le travail que le 17 juin, après 33 jours de grève. Parce que les patrons vont résister jusqu'au bout. Les salaires, en moyenne, en 1968, vont augmenter pour ceux qui ne sont pas payés au SMIC, vont augmenter de 13,5%. Mais le temps de travail va être diminué d'1 heure à 100%, avec la promesse d'aller vers les 40 heures. Et puis, grande conquête sociale, bien sûr, la reconnaissance du droit syndical, puisqu'avant 1968, les syndicats sont illégaux dans l'entreprise. Le syndicat n'a pas le droit de citer dans l'entreprise. Donc, on a cela. Alors, donc, pour la perspective politique, c'est important parce que le mouvement de 68 a buté en quelque sorte contre l'alternative politique. Et si on faisait une comparaison avec la situation d'aujourd'hui, on se rend compte aussi que ce mouvement social disposait de cet espoir, de cette espérance qu'il y a une alternance politique qui permette effectivement de changer les choses. Un, l'envie de lutter ne serait pas le même, parce qu'il y a cet espoir. Et puis deux, le gouvernement ne pourrait pas avoir la même attitude. Donc, d'où l'urgence qu'une alternative politique, dans la situation que nous connaissons, se mette en place vite, 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 parce qu'il y a vraiment l'urgence. Alors, bien sûr, il faudra attendre l'échec de Gaston Defferre à l'élection présidentielle de 1969, le Parti socialiste atteint à peine les 5%, pour que le Parti socialiste, qui n'existe pas encore, il sera créé au combat d'Épinay, mais c'est la fédération de la gauche socialiste, pour que la social-démocratie, en quelque sorte, fasse le choix de l'union de la gauche à son plus grand profit, et qu'un programme commun soit signé en 1972, mais très vite on va voir que les ambiguïtés vont se faire jour, mais ça, vous la connaissez aussi bien que moi, c'est une autre histoire. Alors, 68, ça renvoie au niveau de la communication à une image, le pavé. Et puis aussi un certain nombre de slogans, bien choisis d'ailleurs. Hein. Vivez sans contrainte,
exister sans entrave, au contraire, peu importe. Se dépaver la plage, me libérez pas, je m'en charge. Laissez la peur du haut, on met à corne. On pourrait multiplier les exemples. Il y a quelques perles aussi, parce qu'il n'y avait pas seulement que de la poésie et du romantisme. Je vais vous en citer deux, quand même. Bon, les droits de l'homme sont la vaseline qui sert à enculer le prolétariat. Ça, c'était la banderole qui était affichée sur la feuille de droit. Il y a celle-ci que l'histoire n'a pas retenue, pourtant que j'aimais bien. L'humanité sera heureuse lorsque le dernier bureaucrate sera pendu avec les tripes du dernier capitaliste. L'histoire ne l'a pas retenu. Donc, tous ces mots d'ordre, on voit bien avec les affiches qui sont dans la plupart des expositions, on montre les affiches de l'école des Beaux-Arts, ouais. Tous ces mots d'ordre, bon, CRSSS, je ne l'ai pas, donc celle-là, c'est pas une création de 68, ça c'est les mineurs, pendant la grande grève de 48, qui rageusement avaient tagué CRSSS parce que les méthodes employées à l'époque par les CRS envoyés par le ministre socialiste rappelaient un peu trop ce qu'ils avaient vécu sous l'occupation. Mais on a, donc ces mots d'ordre montrent quand même, ont au moins l'avantage de montrer, d'imager un certain état d'esprit de 1968. Mais en même temps, ils sont utilisés à charge pour montrer en fait que 1968 a entravé l'éducation, détruit les valeurs. Les conservateurs, donc, à la fin des années 70, ont élaboré une théorie, d'abord qu'on peut résumer sur le titre d'un livre de Luc Ferry qui est sorti à cette époque, qui s'intitule « Faut-il le tuer 1968 ?» Et Sarkozy, le temps d'une campagne électorale, avait utilisé un peu tout ce fond idéologique pour montrer que, en fait, tous les malheurs provenaient de 1968. C'est important parce que ça fait partie de cette bataille idéologique. En fait, le capitalisme aurait eu besoin, pour se moderniser, en fait, de 68, ça a permis de lever tous ces carcans moraux qui empêchaient le libéralisme de bien s'installer dans le pays, de dépoussiérer un peu ces vieux capitalistes industriels pour installer un capitalisme plus cool, plus détendu, plus libéral, plus financier. Donc, et ça revient en force aujourd'hui, cette théorie. J'ai lu dernièrement une tribune libre dans le Figaro, c'est un copain de droite qui m'a abonné. J'ai lu dernièrement une tribune libre dans le Figaro où ils reviennent un peu sur cette théorie. Alors ça correspond tout à fait à la situation actuelle. C'est-à-dire, tout ça c'est le vieux monde, quoi. Alors qu'on n'est plus dans le vieux monde, on est rentré dans le nouveau monde. Alors le vieux monde, celle où tout était collectif, où il y avait des statuts, où il y avait la sécurité sociale, tout ça c'est très collectif. Qu'est-ce qui est collectif? Les conventions collectives. Rien de plus collectif qu'une convention collective, où il suffit de regarder le contenu de la loi travail. Qu'est-ce qui est collectif? Les partis. Les partis c'est sacrément collectif, un parti. Un mouvement. Hein. Et puis les syndicats. Alors les syndicats, évidemment, il n'y a pas plus collectif qu'un syndicat. Donc tout ce qui est collectif, c'est l'ancien monde. Ce qui est le nouveau monde, c'est l'individualisme, c'est le chacun pour soi. Voilà. Donc, j'ai dit que je serais bref. Donc voilà, je crois que 68, ce qu'on peut retenir de 68, c'est qu'en fait, tout devient possible lorsque les syndicats sont forts, lorsqu'il y a la convergence des luttes, lorsque le courant révolutionnaire se renforce, tout devient possible. Alors, souvent on me pose la question, mais est-ce qu'on peut refaire mai 68? Ce sera un mai 68 qui... Moi je dis pas non. Je dis pas non parce que quand on s'intéresse un peu à l'histoire sociale, on n'a qu'une seule certitude, c'est qu'on ne sait pas. Voilà. Vous savez, hein, en 1955, quand Rosa Parks refuse de se lever, il y a combien, et ça provoque un mouvement absolument incroyable aux États-Unis contre l'apartheid et la ségrégation raciale, mais combien de femmes noires ont refusé de se lever avant Rosa Parks? Des dizaines, des centaines peut-être, sans que ça provoque aucune réaction. Et ce jour-là, à ce moment-là, ça provoque. Alors on ne sait jamais ni où, ni quand ça peut démarrer.
Alors je sais bien, la société a changé. Il y a plus de précarité, il y a l'ubérisation, il y a les syndicats ont des difficultés, le Parti communiste n'a pas l'influence qu'il mérite, mais il ne faut pas insulter l'avenir. Et je crois personnellement qu'il faut donner aussi de l'espérance, de l'espoir, et dire que, quelles que soient les difficultés, tout est toujours possible. J'ai été bref, hein.